Bonjour. Bonjour, ça n'a pas été trop compliqué, non? Ça va, Non, le lien de connexion, c'est pas de problème, bon. on y arrive. Désolé de ce petit Bon, contretemps. non, non, mais il y a pas de, il y a pas de difficulté. Merci, bah, déjà d'avoir accepté cette invitation pour parler d'un sujet qui, je sais, vous tient à cœur. On pourra et on va d'ailleurs commencer par évoquer un petit peu l'actualité, ce qui est en train de se passer en ce moment sur les Champs-Élysées, là, l'arrivée des tracteurs, la continuité de cette manifestation des agriculteurs. Vous avez, qu'est-ce que ça vous inspire, hein, Beaucoup de tristesse d'abord, parce que ça fait partie la politique agricole est un des très nombreux éléments d'échec total du macronisme, mais il n'est pas seul ni le premier responsable. Enfin, on a laissé filer notre agriculture qu'on a mise entre les mains de la Commission de Bruxelles et des traités d'échange internationaux depuis longtemps, comme la défense d'ailleurs, et un certain nombre d'autres choses qu'on a laissé filer en s'apercevant aujourd'hui que finalement on n'aurait peut-être pas dû, mais il fallait écouter ceux qui ont alerté incessamment depuis tant de temps. Deuxièmement, j'ai passé une après-midi avec les agriculteurs, ceux qui étaient à la Porte d'Auteuil la semaine dernière, mercredi, pour aller les soutenir et leur manifester le soutien du Parti chrétien-démocrate. Et j'ai passé une après-midi avec des gens formidables, mais qui sont dans des conditions économiques d'exercice de leur profession qui sont devenues intenables, enfin pour beaucoup d'entre eux. Et donc ils se défendent, ils essayent de préserver leur profession et leur activité. ce sont des gens qui sont ce sont des gens qui sont en situation de détresse, on le voit bien. Moi, ce qui m'interpelle, je l'évoquais tout à l'heure dans le petit édito, c'est que il y a eu une première manifestation donc la semaine dernière, et puis la deuxième là avec la FNSEA. La première semblait avoir été réalisée vraiment au forceps, forcer les barrages, et puis arriver tout compte fait, aller avec une dizaine de tracteurs dans Paris. Là, je vais être un peu grossier, mais enfin, on a l'impression que le tapis rouge a été déroulé pour la FNSEA. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu malgré tout, alors un, convenu, et deux, est-ce que ça traduit pas là aussi dans le monde paysan une division entre ces syndicats et puis du coup, bah, tout ça, ça fait le jeu des autorités aujourd'hui. On sait depuis longtemps que la FNSEA est sur ce genre de sujet, est un peu assise entre deux chaises pour rester poli, parce que les patrons de la FNEA, la Fédération nationale. Dans les fédérations départementales, c'est pas partout la même chose. Mais en tout cas, à la Fédération nationale, beaucoup de gens qui siègent ont des intérêts sur des exploitations agricoles étrangères, des filières agro-industrielles, et des choses qui sont plutôt renforcées, dont le rendement économique va s'améliorer grâce au traité du Mercosur. Donc, il n'est pas étonnant que les dirigeants de la FNSEA soient plutôt favorables, en tout cas mollement défavorables au traité, et qu'en fait, ils se sont assez peu battus contre. Sinon, pour ne pas s'éloigner trop de leur base, qui, dans les départements, encore une fois, restent souvent alignés sur leurs collègues des autres syndicats agricoles, confédération paysanne et coordination paysanne et confédération rurale. Maintenant, on sait que la FNSEA est traditionnellement l'interlocuteur privilégié du gouvernement, comme la CFDT l'est en matière de droit du travail et de droit social. Je pense que le gouvernement n'avait pas pris de l'ampleur tout à fait de la crise de la semaine dernière et que forcer des barrages, quand même, ça n'arrive pas souvent. Hein. Ce sont des choses qui sont un peu inutiles pour les agriculteurs. Ils ont été un peu surpris, je pense, de la virulence de cette opposition agricole, qui était légitime de mon point de vue, parce que on ne peut pas leur répondre simplement avec des centaures, des véhicules blindés et des CRS. Hein. On est bien conscient. Donc oui, bien sûr, c'est pas un deux poids deux mesures, c'est une sortie de crise en douceur, on va dire ça comme ça. On donne l'impression, on met en scène un peu une manifestation aujourd'hui avec des tracteurs qui défilent sur les Champs-Élysées. Bon, qu'est-ce que ça va changer au traité? Sans doute pas grand-chose. Bah, rien. Euh, Vraisemblablement, les dés sont jetés là, non? Probablement. Alors, il faudrait voir dans les modalités, de ratification définitive comment ça se passe, mais enfin, tout le monde comprend bien d'ailleurs le propos des agriculteurs la semaine dernière, ceux avec qui j'ai discuté en tout cas. D'abord, ils étaient assez conscients de la situation, sur le fait qu'il n'y ait pas grand-chose à espérer. On s'y prend beaucoup trop tard. Enfin, on s'y prend trop tard les pouvoirs publics français.
Bien sûr. Trop tard, ils auraient pu commencer à dire, écoutez, ce sera sans nous, et bon. Il y a un an de ça quand même, le président Macron, alors est-ce que sa langue avait fourché ou pas? Enfin bon, il disait de toute façon qu'il allait signer. Bon, il s'était fait rattraper par la patrouille, il avait dit non, ben en fait, voilà, non, mais oubliez ce que de j'ai toute dit. façon, c'est dans le logiciel macroniste. Bah oui. J'entends encore des journalistes qui disent Monsieur Macron n'a pas d'idéologie, ils ne se rendent pas compte. Macron, c'est un néolibéral pur jus. Enfin, qu'est-ce qu'un néolibéral? C'est quelqu'un qui considère qu'il faut tout sacrifier à la logique de marché et à la domination de l'argent ou de la circulation de l'argent. C'est ça, un néolibéral. Donc, que ça détruise les nations, les racines, la culture, le patrimoine, les liens sociaux, les métiers, les filières, enfin, il s'en fout. L'important, c'est que l'argent circule. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'à un moment, ça s'arrête de circuler parce que quand les gens produisent plus, et ça finit par ne pas arriver. Bref. Dernier point, c'est une humiliation supplémentaire pour la France sur le plan international. Voilà. La France, pays fondateur de l'Europe, inventeur de la PAC pour le meilleur et pour le pire, pardon, au sein de l'Union européenne, s'oppose à un traité international signé par la Commission dans l'indifférence européenne générale. Oui. Tout le monde s'en fout. Enfin, pardon de parler comme ça, mais c'est comme la réalité. Et moi qui suis administrateur du mouvement européen des partis chrétiens, nous avons une dizaine de nos membres qui siègent, qui sont députés européens. Donc je vais souvent à Bruxelles. Et je suis au regret de dire à nos auditeurs que la réputation de notre pays, de nos dirigeants dans les couloirs de l'Union européenne est absolument en dessous de tout. En dessous de tout. Donc la France n'existe plus, malgré les gesticulations de Macron sur le plan international, n'existe plus sur le plan européen, n'existe plus sur la scène internationale. Il aura fallu une petite quinzaine d'années pour descendre à ce point. Son statut, ça va très vite. Hein. L'espoir qu'on a, c'est que si ça pourra peut-être reprendre un peu davantage de temps à redresser. Ça se redresse, hein, ça n'est pas définitif. C'est pas la première fois qu'on est affaibli sur la scène continentale ou internationale, mais il faudra un peu une autre vision, une autre énergie. Ouais, voilà, une autre vision, une autre énergie, un autre homme ou une autre femme si c'est une femme. Enfin, il faudra quand même de meilleures dispositions pour défendre le pays, parce que là, aujourd'hui, effectivement, tout part à volo, hein, quand même. Hein. C'est ça. On va aborder le sujet qui aujourd'hui nous préoccupe, donc le texte sur la fin de vie. Avant d'aborder le texte en lui-même, est-ce qu'on pourrait refaire un petit historique sur ce long parcours, j'allais dire semé d'embûches, de la loi Leonetti, Claes-Leonetti? En quoi, en fin de compte, les textes, donc parce qu'il y avait deux textes, donc le texte sur les soins palliatifs et le texte sur la fin de vie, en quoi ces deux textes ont apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce qui avait déjà été légiféré? Alors, pour répondre à votre première question, c'est un débat qui est à la fois vieux et marginal. En 30 ans d'engagement politique, il n'y a jamais personne qui m'a tiré la manche sur un marché, dans le train, dans la rue, à ma permanence, etc., en me disant, Monsieur Poisson, il faut dépêchez-vous de légaliser l'euthanasie, c'est urgent. Jamais personne ne m'a dit ça, jamais. À part les militants d'associations qui sont dédiés, je respecte leur engagement militant, mais enfin, tout ça est tout à fait résiduel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème lié à l'accompagnement de la fin de vie dans les structures hospitalières, je ne suis pas en train de dire ça. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une question lourde pour tous ceux qui y sont confrontés, et nous serons tous confrontés à la fin de notre existence, cher Patrice Magneron, le moment venu. Donc la question se pose pour tout le monde, c'est bien légitime. Enfin, d'urgence législative ou hospitalière, je n'en ai pas vu. Néanmoins, le militantisme pro-euthanasie, lui, se déploie de manière absolument régulière. Proposition de loi Manuel Valls en 2009, je crois, pour légaliser l'euthanasie. Amendement Touraine et groupe socialiste au moment de la loi de Claes-Leonetti en 2015 pour légaliser l'euthanasie. Loi Touraine en 2020, dont seulement l'article 1er est adopté en une journée de débat à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que le Parlement vote majoritairement une disposition légalisant l'euthanasie qui ne s'est pas appliquée parce que c'est seulement le premier article de la loi qui a été adopté, et pour qu'une loi soit effective, il faut que la totalité soit adoptée, ce qui n'avait pas été le cas. Puis on revient 5 ans plus tard avec cette fois-ci un texte, ou 4 ans plus tard avec un texte complet, non sans avoir auparavant mis en scène
au Conseil économique, social et environnemental, une espèce de convention citoyenne parfaitement orchestrée qui a conclu Voilà, trié sur le volet. c'est-à-dire légaliser l'euthanasie. Donc, c'est à la fois un texte, une espèce je sais pas comment on dit ça, d'obsession régulière qui revient et que ne justifie aucune espèce d'urgence médicale. Je parle de légalisation de l'euthanasie. En revanche, en réponse à cette obsession régulière, ont été adoptés plusieurs textes. Le premier qui fait référence, c'est le texte de 1999 sur les droits des patients. Et dans ces droits des patients, il y a l'inscription des soins palliatifs comme un droit pour chacun d'entre nous. À partir du moment où les conditions sont réunies, chacun doit pouvoir bénéficier des soins palliatifs s'il en fait la demande. 99, 2005, loi Claes-Leonetti qui dépénalise l'arrêt de l'acharnement thérapeutique, ce qu'on a fait autrefois l'acharnement thérapeutique, le fait de maintenir en vie de manière parfaitement artificielle quelqu'un qui n'a plus assez d'énergie pour l'être. Ça, c'était la loi Leonetti, non? C'est ça, c'est sur l'interdiction de l'obstination déraisonnable, hein, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est 2005. Il y a une loi en 2015, ou 16, je ne sais jamais, c'est débat en 15, je crois, est adopté en 2016. Claes-Leonetti sur la sédation terminale, la sédation irréversible, la sédation profonde. Donc le fait d'endormir un patient dont on sait qu'il ne se réveillera pas de cet endormissement pour mettre fin à ses souffrances, pour dire les choses très rapidement, et maintenant cette loi. Donc voilà l'historique. Qu'est-ce que ça change, la loi d'aujourd'hui? Jean Leonetti a résumé ça en une phrase que tout le monde doit avoir en tête qui résume parfaitement la situation. Sur le plan des soins palliatifs, ça ne change rien. Les soins palliatifs sont dans la loi depuis 26 ans, 27 ans maintenant. La chose qu'il fallait faire sur les soins palliatifs, c'est accorder des crédits d'équipement, des crédits de formation. Voilà. On reviendra dessus justement tout à l'heure. Voilà. Sur le reste, ça change tout, puisque la loi actuelle est faite pour des gens qui sont sur le point de mourir et à qui on pratique la sédation profonde. Alors que la loi qui est débattue et adoptée jusqu'ici, enfin la loi en vigueur, je veux dire, alors que la loi qui a été adoptée par l'Assemblée et qui revient du Sénat malheureusement sans beaucoup de modifications de principe, est une loi qui est faite pour les gens qui veulent mourir. Et donc dans un premier cas, les gens vont mourir, on invente des dispositifs qui permettent que ces gens qui sont à la fin de leur existence partent dans des conditions les moins douloureuses possibles. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui et du texte qui est en cours de débat, on aménage l'intégralité du système de santé publique et le droit pour faire plaisir à celui qui a envie d'en finir avec l'existence, qu'il soit sur le point de mourir ou pas. Donc on est dans un esprit qui est absolument radicalement différent. Voilà ce que ça change avec le principal changement qui est le premier et potentiellement le seul motif d'opposition de principe, enfin le motif d'opposition principe à cette loi, c'est l'inscription dans le droit pénal français du droit de tuer. Parce que ça revient exactement à ça. Ok. Pas plus tard qu'hier, sur France Info notamment, est intervenu un médecin et porte-parole de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie, Denis Labelle. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu son intervention, mais à un moment donné, il dit que, mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, la Commission des affaires sociales du Sénat a une position qui va contre le processus démocratique, qui a été engagé depuis des années et des années. Sous-entendu, bon, en définitive, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on aille dans le sens de cette euthanasie, lâchons le mot. Vous en pensez quoi de ce type d'intervention outrancière et puis surtout qui fait fi un petit peu je trouve justement de tous ces processus qui ont été mis en place. Ah mais c'est pas leur problème. Ça alors là, ça, vous leur faites beaucoup de crédit. Oui. Non, leur problème, on connaît cette position, c'est démocratique à partir du moment où c'est d'accord avec ce que je pense. Voilà. Tout ce qui ne pense pas comme moi n'est pas démocratique. Ça, on connaît cette espèce d'obsession, c'est une forme de pathologie, pour être clair. Premier élément. Deuxième élément, il y a cette espèce de conscience dans certains esprits un peu perturbés que il y a un sens de l'histoire et tout ce qui s'y oppose est illégitime. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y aurait des gens qui sont, c'est du marxisme pur et dur, il y a des gens qui sont dans le sens de l'histoire, qui sont des révolutionnaires et qui, eux,
ont tous les droits parce qu'ils pensent bien, ils voient bien, ils font bien, ils sont le bien, d'une certaine manière. Et ils pensent à la place des autres. Et par conséquent, tous ceux qui ne sont pas comme eux sont, eux, les forces du mal réactionnaires. Enfin, c'est un schéma marxiste assez classique. Hein, c'est ça qui nourrit l'opposition dialectique entre la révolution et la réaction. C'est un schéma connu, dont une partie de la gauche française non seulement n'est jamais sortie, mais y retourne par les temps qui courent. Premier élément. Deuxième élément, bah, j'ai eu le cas aussi avec l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui milite pour la légalisation de l'euthanasie, qui a refusé de débattre avec moi au motif que l'opinion publique des Français et celle des médecins étaient déjà faites et que ça ne servait à rien de débattre. Comme si c'était aussi clair que ça, ce que d'ailleurs le sondage récent publié par les AFC, la Fondation politique, la Fondapol et le Figaro le démontre. En réalité, quand on pose des questions de manière simple et vraie aux gens qui se rendent compte de la brutalité que représente la légalisation de l'euthanasie, bah, ils sont contre, parce que vous ne pouvez pas être pour un acte qui recèle une telle violence, un tel potentiel de barbarie dans sa commission. Donc, si vous voulez, ces réactions ne sont pas étonnantes. De toute façon, sur tous ces sujets de bioéthique, je parle de tout ce qui touche à l'avortement, au clonage, à la procréation médicalement assistée, même si c'est un sujet qui est évidemment très très compliqué, douloureux pour beaucoup, des greffes d'organes, etc. Toutes ces questions qui traînent dans le droit français depuis une trentaine, quarantaine d'années, on n'a jamais dit la vérité aux gens. On leur ment tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est tellement anti-naturel, c'est tellement opposé à la nature profonde de l'homme, à ses besoins, à ses désirs, que si on leur dit l'horreur que ça représente, personne ne peut être favorable à ça. À part des gens qui considèrent que la vocation de l'humanité, c'est de s'affranchir petit à petit de l'ordre naturel voulu par Dieu pour être totalement libre de faire ce qu'on veut. Parce que le problème de fond, c'est celui-là, c'est pas autre chose. C'est la lutte. On est en pleine lutte là aussi, du point de savoir qui domine la vie. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'homme ? Et un certain nombre d'hommes disent que c'est l'homme. Ok, c'est pour notre malheur parce qu'ils ne peuvent rien sortir de bon de cette affaire. Après, sur le débat, je ne sais pas si on va revenir sur le contenu des dispositions adoptées par le Sénat, par différence avec l'Assemblée. Globalement, Si, on va. il n'y a pas beaucoup comment dire, d'éléments de changement. Alors, revenons sur les deux textes. Bon, initialement, ce qui avait été proposé, donc ce que je dis là, c'était il y a 2 ans, ce qui avait été proposé par le gouvernement, c'était un texte unique, bon, où on mélangeait justement les dispositions concernant les soins palliatifs avec la fin de vie. Bon, heureusement, les textes ont été séparés et à l'Assemblée nationale, le premier texte a été voté à l'unanimité, alors que sur la fin de vie, il y avait davantage de difficultés. J'avais noté qu'il y avait eu 305 voix pour et 199 contre. Donc, on sent qu'il y a quand même plus de sujets sur le texte sur la fin de vie. Si on s'arrête 2 secondes sur le texte sur les soins palliatifs, aujourd'hui, on aurait à peu près un budget de 1,5 milliard. Et la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, s'était engagée à ce que le budget passe à 2,7 milliards en 2034, coût de 100 millions. Parce que, alors pourquoi 2,7 milliards ? Le chiffre sort pas du chapeau, c'est que il ressort des remontées, on va dire, des hôpitaux, enfin en tout cas de toutes les unités qui sont concernées par les soins palliatifs, que 50% des besoins aujourd'hui seraient couverts. Uniquement 50% des besoins seraient couverts. Alors je j'évoque pas toutes les disparités régionales, les disparités entre ce qui est dispensé dans les hôpitaux et les soins à domicile. Juste pour terminer au niveau statistique, en France, on aurait l'équivalent de 11 lits pour 100 000, donc 11 lits en soins palliatifs, en unités de soins palliatifs pour 100 000 habitants, quand aux États-Unis, a priori, il y en aurait 3 fois plus. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'à votre sens, puis après on abordera le texte sur la fin de vie, est-ce que sur cette partie-là, des soins palliatifs, où tout le monde semble d'accord, est-ce que malgré tout, le combat est gagné? Est-ce que on est en mesure aujourd'hui d'apporter des soins palliatifs de qualité à l'ensemble des patients sur le territoire français? Alors, Tout dans le contexte économique actuel et compte tenu de ce qui s'est passé dernièrement au niveau des budgets. sur l'ensemble du territoire, oui, il suffirait d'en faire une priorité. Voilà. J'aime bien la petite condition derrière. Oui, Oui. c'est difficile. Enfin, si vous considérez que c'est plus important d'aller faire la guerre en Ukraine que d'organiser les soins palliatifs, vous n'avez pas d'argent pour les soins palliatifs. Voilà, Voilà. la réponse est simple. Hein. C'est toujours un problème de priorité. Quand vous faites un budget, quel que soit le budget, y compris votre budget familial,
dans l'année, vous considérez que les vacances sont prioritaires, le partir en vacances c'est prioritaire par rapport au fait, je ne sais pas moi, d'acheter une œuvre d'art ou de changer votre cuisine, bah, vous faites des choix prioritaires. Parce qu'on est à peu près tous pareils. Certains ont ce luxe de ne pas avoir besoin de choisir ou de trancher entre des choses qui ne seront pas toutes possibles. Bah, pour l'État les collectivités locales, les budgets publics, c'est pareil. On fonctionne avec des systèmes par des D'accord. choix. Donc, ce sont des choix. Donc, ça, Oui. je l'entends. Donc, est-ce que ça veut dire que malgré le vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale, tout compte fait, les députés se sont peut-être, alors je veux pas dire faire rouler dans la farine parce que c'est quand même eux qui votent les budgets derrière. Mais est-ce qu'ils seront cohérents par rapport à leur vote? D'abord, ne soyons pas, que nos auditeurs ne soient dupes de rien. Le budget de la France se vote exercice par exercice. Tout engagement gouvernemental qui dit je m'engage à ce que ça soit en 2034 à machin, ça ne vaut rien. Les militaires en savent quelque chose. L'exercice budgétaire, c'est l'annuité. Sauf quand on vote, ce qui peut arriver pour la sécurité, la justice ou la défense, des lois dites de programmation, qui, pour le coup, formellement, sont des lois qui s'exécutent sur plusieurs exercices et qui engagent les décisions budgétaires sur plusieurs années. Mais l'exercice du budget, c'est l'annuité. Dès que vous entendez un ministre qui dit « je m'engage à ce que la somme dans 10 ans soit machin », vous pouvez le reprendre en disant « arrête de me raconter des bêtises, commence par me verser ce que tu as voté là maintenant, parce qu'entre ce qui est voté et l'argent qui est dépensé, il peut aussi y avoir un certain nombre de différences. » Ça s'appelle l'exécution budgétaire, c'est encore un autre sujet, et l'exécution budgétaire fait elle aussi l'objet de choix prioritaires. Donc, effectivement, on peut considérer que malgré le vote de l'Assemblée nationale à l'unanimité, les soins palliatifs ne sont pas une priorité. Ils ne l'ont jamais été. Voilà. Car s'ils l'avaient été, et c'est un regret que nous pouvons partager, sans doute, parce que si jamais les soins palliatifs avaient fait l'objet de l'attention et du choix prioritaire dont ils auraient dû faire l'objet compte tenu du fait que c'est un droit inscrit dans la loi, alors probablement qu'on n'aurait pas eu besoin de développer l'euthanasie et de se dire il ne se passe rien, on meurt dans des circonstances absolument insupportables, etc. Donc faisons quelque chose. Ce qui motive non pas les militants qui sont les militants pro-euthanasie qui sont mus par d'autres types d'objectifs, mais enfin quand vous parlez aux gens, et si vous leur dites écoutez, soit vous mourrez dans des souffrances atroces seul au monde, dans un isolement terrible et des conditions sanitaires déplorables, et ça durera très longtemps parce que on ne pourra rien faire pour vous, soit vous avez le choix de mettre fin à ça immédiatement, simplement en demandant d'arrêter de souffrir. Il faut être un héros pour choisir la première solution quand même. Or, on ne peut pas demander aux gens d'être des héros, c'est pas supportable, c'est pas digne de ces conditions-là. Donc, je pense que effectivement, les soins palliatifs n'ont jamais fait l'objet de l'attention et des priorités dont ils auraient dû bénéficier, ce qui explique que le retard de leur développement. Et avec, à la fois l'allongement de la durée de la vie, plus l'éventail des affections, des pathologies qui, à cause des communications entre les êtres humains, s'accroît aussi, des techniques de réanimation qui sont de plus en plus performantes, tout ça produira une demande accrue en termes de soins palliatifs. Donc en fait, tout était dans la loi de 99, c'est dit, on a le droit à dès qu'on peut. Ensuite, les règlements et les circulaires disent dans quelles conditions on peut imaginer d'en bénéficier. Il suffit de voter des crédits et de former les personnels. Donc on sait le faire, les soins palliatifs sont d'une qualité maintenant absolument exceptionnelle. Les gens qui s'y consacrent sont de très grands professionnels, de très grands humains, enfin des belles personnes, je veux dire par là. Et puis, donc on peut avoir confiance dans ces... Alors, il y a des exceptions malheureusement à tout, mais globalement, c'est parfaitement maîtrisé et très compétent. Et puis maintenant, on voit se développer quelque chose qui arrive en France en particulier de manière assez habituelle quand l'État ne fait pas son métier, c'est qu'on développe des soins palliatifs associatifs, bénévoles, à domicile. Oui, voilà, il y a un certain nombre d'associations qui forment des personnels pour accompagner chez eux les gens qui sont en situation de fin de vie, de soins palliatifs. Alors évidemment, les médecins, les infirmiers, le personnel soignant continuent de venir visiter les patients à leur chevet. Mais donc, puisque l'État ne le fait pas, bien des associations prennent le relais, le font.
Donc petit à petit, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait combler le retard accumulé par la santé publique à mettre en place la réponse à cette demande en soins palliatifs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que petit à petit, le maillage se fait. Comment dire, voilà, c'est quelque chose qui est à la fois très indispensable, très exemplaire, les soins palliatifs, pas connus, mais c'est pour ça que j'ai commis un livre sur ce sujet publié il y a 2 ans Oui. sur les soins palliatifs pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est que cette pratique et ce qu'elle porte en termes d'humanité et de modèles de comportement. Mais voilà, il faut faire cette campagne-là. C'est l'alternative. Quand il y a des soins palliatifs, il n'y a pas besoin d'euthanasie. En tout cas, c'est ma conviction. Alors, sur les soins palliatifs, moi, donc, de ce que je retiens, c'est que, bon, OK, un vote à l'unanimité, mais tant qu'on n'aura pas les moyens, de toute façon, se posera forcément nécessairement le problème du texte sur la fin de vie et l'euthanasie. Alors justement, on va s'arrêter quand même 2 minutes sur ce fameux texte. Quels sont les amendements? En quoi le remplacement par le Sénat du droit à l'aide à mourir par une assistance médicale à mourir, en quoi ce changement peut-il être de nature à modifier soit profondément le texte ou en tout cas les dispositions qui y sont contenues? Ben, on est, si vous voulez, dans une logique qui est assez connue, c'est une logique de garde-fou. De la même manière que la loi Claes-Leonetti est adoptée en 2016 pour dire ah ben comme ça on n'aura pas besoin de légaliser l'euthanasie puisqu'on a la sédation profonde. Ce qui est d'ailleurs assez vrai. Hein. Enfin, on n'aurait pas dû avoir besoin, mais encore une fois, les militants pro-euthanasie, leur problème, c'est pas de régler la solution, c'est d'obtenir le symbole de la légalisation. De la même manière que pour un certain nombre de militants des lobbies homosexuels, le problème n'était pas d'obtenir les points de vivre en couple, l'adoption, l'héritage, etc. pour les couples homosexuels, c'était d'obtenir la légalisation du mariage. C'est-à-dire qu'ils sont sur le symbole. Régler les situations concrètes, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est détruire, enfin, c'est affaiblir les institutions et voilà. Le problème de fond, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le principe, c'est le droit de tuer. C'est l'inscription dans la loi de la dépénalisation du fait de prendre la vie de quelqu'un en dehors des situations de légitime défense. Voilà à quoi revient le fait de légaliser l'euthanasie. Quelles que soient les circonstances jusqu'ici, il n'y avait pas d'exception à ce principe. Il est interdit de tuer. C'est simple. Et même dans les situations de légitime défense, il faut quand même un certain nombre de conditions extrêmement précises pour qu'elles soient proportionnées, immédiates. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont légitimes. Il faut que vous soyez vraiment en danger de mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui met une gifle, vous ne pouvez pas. Bref. Donc là, on rompt avec un principe absolument fondamental, fondateur de la vie sociale. Et donc, au fond, c'est ça le problème. Tout ce que vous faites après, si vous tentez d'aménager les modalités, de mise en œuvre de ce nouveau principe, en fait, vous perdez votre temps. La question de fond, c'est est-ce que c'est permis ou pas? La seule loi qui vaille, la seule loi qui tienne, c'est non, ça n'est pas permis. Dès que vous dites oui, mais, oui, parce que, oui, à condition que, oui, machin. Oui, on en trouve une porte et puis voilà, une fois que le pied est passé. Les logiciens anciens disaient qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Quand elle est entrebâillée, elle est ouverte. Donc là, on a dit ah bah non, c'était ouvert un peu trop en grand, donc on la referme un petit peu pour quand même faire, mais elle est toujours ouverte. Donc les garde-fous, les principes qu'on prend maintenant, ma foi, alors oui, tous les personnels maintenant vont pouvoir se réclamer de la cause de conscience, alors que c'était seulement les médecins, les infirmiers, les soignants dans le texte précédent. Il y a peut-être davantage de délais. On accorde. Il n'y a plus de droit à mourir, c'est une assistance à mourir. Alors c'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre. Hein. Oui, voilà. Le droit à assistance, c'est pas tout à fait quand même la même chose. C'est-à-dire que le droit est opposable, l'assistance ne l'est pas. Ça veut dire que on fait sauter le délit d'entrave. Enfin, il y a différentes choses, des différentes évolutions qui vont dans le bon sens, mais qui vont dans le bon sens dans un cadre qui reste le même, c'est-à-dire celui dans lequel l'euthanasie est légalisée. Or, l'expérience des pays étrangers nous montre qu'au fond, voilà, justement. À partir du Comment moment ça se passe à l'étranger, en Belgique, en Hollande, écoutez, au Canada?
Deux anecdotes. En Belgique, lorsque la loi de l'euthanasie a été légalisée il y a plus de 20 ans, il y avait 250 cas par an. Il y en a 2500 aujourd'hui. Alors vous allez me dire, 2500 sur une population de un peu plus de 10 millions d'habitants, c'est pas tant que ça. Oui, c'est pas tant que ça, mais enfin, si on rétablissait la peine de mort pour une seule personne en France, vous verriez le tollé que ça fait. Donc, c'est pas une question de nombre, c'est une question de principe et de tendance. Deuxièmement, je vais revenir sur la raison de cette augmentation dans un instant, après mon deuxième exemple. Il y a eu en 2016 un attentat terroriste à l'aéroport de Bruxelles. Très grave, ça fait je ne sais pas combien de morts, enfin c'est un truc. Une jeune femme qui a été victime de cet attentat, qui était sur place, en a conçu une dépression dont elle n'est jamais sortie. Une espèce de dépression plus phénomène post-traumatique, etc. Enfin, on peut parfaitement comprendre que ça mette des vies en l'air, toute cette affaire-là, même si vous n'en mourrez pas. Elle a demandé, je crois, il y a 3 ans, à être euthanasiée, parce qu'elle n'arrivait pas à sortir de cette dépression, et ce bénéfice, je mets des guillemets, lui a été accordé. Donc pourquoi est-ce qu'on passe de 250 à 2500 en Belgique? Parce que on a petit à petit assoupli les conditions qui étaient des garde-fous posés à l'origine de la loi. On avait dit par exemple, ça ne pourra pas concerner les mineurs, ça ne pourra pas concerner les handicapés, ça ne pourra pas concerner les maladies psychologiques, ça ne pourra pas, etc., etc. On était bien. Ce que, retrace d'ailleurs, ou réaffirme en tout cas le texte du Sénat, c'est une de ces évolutions positives, il faut quand même le dire, même si ça ne change pas le principe. Limité à des affections, l'euthanasie est limitée dans le texte du Sénat, des affections graves, mortelles, et à des gens, et qui concernent des gens qui sont, dont l'espérance de vie est très courte, enfin qui sont sur le point de mourir. Petit à petit, ces conditions à peu près similaires qui étaient posées en Belgique ont sauté une par une. Et ce qu'on voit dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, c'est que le sens est celui de la libéralisation, je pourrais dire, de l'assouplissement des contraintes ou de l'encadrement qui est initialement donné par la loi. Et d'ailleurs, Jean-Louis Touraine, professeur de médecine éminent lyonnais, qui était l'auteur d'un amendement, en 2015 visant à légaliser l'euthanasie, c'est un médecin lui-même, prenait la parole devant une association de militants de l'euthanasie il y a quelques jours, ou quelques mois peut-être, en disant de toute façon, cette première loi n'est qu'une étape, puisque, évidemment, qu'elle exclura de son champ tout un tas de pathologies, de catégories d'âge, de types de maladies, etc., etc. Il est bien évident qu'il faut qu'on obtienne que toutes les personnes y aient accès sans restriction. L'objectif, c'est bien celui-là, c'est que ça soit affirmé comme un droit, d'une certaine manière opposable, et on peut imaginer que dans leur tête, il y a le même sort que celui devant l'avortement, c'est-à-dire l'inscription dans la Constitution. Oui, la constitutionnalisation, oui, tout à fait. Oui. Donc, qu'est-ce que ça, alors pour prendre peut-être un peu de hauteur par rapport à tout ça, mais qu'est-ce que ça évoque de notre société aujourd'hui, dans le cadre du rapport à la vie? On l'a vu, là vous venez de l'évoquer avec l'avortement, on s'était déjà, on avait profondément modifié justement ce rapport à la naissance. Et là maintenant, c'est les décès, donc la mort. Est-ce qu'on est devenu une société fragilisée, et c'est cette fragilisation qui nous impose inconsciemment ou consciemment justement ce genre de texte. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, alors après il y a eu le développement des techniques qui permettent aussi tout un ensemble de choses, mais pourquoi ça arrive maintenant en fait contre ce genre de texte? Est-ce que on pourrait l'assimiler à une sorte de déclin quelque part de notre civilisation et de notre rapport à la vie? D'abord, on peut pas expliquer à tous les enfants dans les écoles et dans les universités à longueur de journée qu'il n'y a pas de vérité, que tout se vaut, que tout est relatif, que le rapport au réel n'a pas d'importance, que finalement je suis ce que je me construis, je deviens ce que je veux, etc. Et s'étonner qu'une des conséquences soit la fragilisation de la dignité humaine comme valeur. Vous pouvez pas à longueur de temps expliquer qu'il n'y a pas de différence entre une personne humaine et un fleuve
ou un arbre, et puis vous étonnez que on découpe les personnes humaines comme on découpe des arbres. C'est pas tout ça est cohérent. Tout ça repose absolument sur la conception qu'on se fait de la personne humaine, c'est-à-dire pour savoir si elle est intouchable ou pas, s'il y a d'une valeur telle que on doit la protéger coûte que coûte, et que la vie doit être un objet de respect de manière indiscutable. Or, ça n'est plus indiscutable dans la société française depuis très longtemps. Et qu'on soit pour ou contre la question de l'avortement, ce qui est ici, je mets ça de côté, ma position personnelle est connue, vous ne pouvez pas empêcher de constater qu'il s'agit de mettre fin à une vie humaine. Vous pouvez prendre le problème par le bout que vous voulez. Donc, après, c'est une vie pas complètement humaine, pas tout à fait humaine. Et pourtant, la suppression de cette vie humaine aujourd'hui nous est présentée comme une vraie modernité, tout compte fait. Mais oui, mais parce que d'abord, elle n'est pas considérée comme humaine pleinement, voire pas du tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique de philosophie de la nature qui nous remènerait certainement au-delà de 19h30, cher Patrice Magnon, mais... en 2 mots, quand même, parce que c'est important, je trouve. Ça. Si l'embryon humain n'est pas humain dès la première minute, quand est-ce qu'il le devient? Voilà. C'est ça que je voulais vous entendre dire, en fait, exactement. Et pour quelle raison? Comme on ne sait pas, parce que la science est incapable de nous le dire, c'est pas une question scientifique, donc c'est pas normal, donc on en est réduit à le dire, définir par la loi, c'est pour ça que ça change. De temps en temps, c'est 6 semaines, de temps en temps 7, de temps en temps 8, de temps en temps 10, 12, 14, maintenant je crois que c'est 14 aujourd'hui, bref. Donc cet affaiblissement de la dignité humaine comme valeur, comme principe d'organisation sociale, produit maintenant toutes ces conséquences, dont l'écologie radicale est une conséquence, dont le relativisme, dont le macronisme et le néolibéralisme sont aussi des conséquences. Et vous ne pouvez pas toute la journée entendre sur le plan économique les mêmes choses que sur le plan philosophique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos contemporains sont considérés comme des variables d'ajustement des tableaux de bord de gestion des grandes entreprises, donc des pions, des gens dont on fait ce qu'on veut finalement, dont on massacre l'Asie, on licencie des gens, enfin bref, n'importe comment et pour des motifs simplement de gestion la plupart du temps. Je ne dis pas que c'est pas problématique, je suis chef d'entreprise, j'étais patron d'entreprise et de collectivité, je sais bien que de temps en temps, quand on n'a plus d'argent, il faut bien faire quelque chose, mais enfin, l'ambiance générale est quand même à considérer l'être humain comme un pion, dans le monde économique particulièrement, et une variable d'ajustement. Alors que tout devrait être ajusté, au contraire, comment dire, voilà. Donc au fond, notre société est malade de ça. Elle a perdu de vue ce que c'est qu'une personne humaine, elle a perdu de vue d'ailleurs ce que c'est qu'une société, puisque la société n'est jamais que la résultante des relations entre des personnes, au fond. Et on se bagarre entre cet élan de générosité qui est toujours inscrit dans le cœur de l'homme parce que c'est sa nature profonde, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de belles choses dans les sociétés contemporaines malgré la violence qui s'y installe, d'un côté, puis d'un autre côté, cette espèce de doute profond sur ce qu'est une personne humaine, qui d'ailleurs rejoint le débat identitaire. Quand vous ne savez pas ce que vous êtes du point de vue de votre nature, il n'y a pas de raison que vous compreniez ce que vous êtes du point de vue de votre culture. Enfin, c'est lié. Hein. C'est tout à fait lié. Ouais. Voilà. Donc, je pense que voilà ce que ça raconte, le fait que l'être humain est devenu un être comme un autre, au fond, dans beaucoup d'esprits, parfois dans beaucoup de textes de loi. Et tant que vous traiterez le droit des personnes humaines à l'égal du droit des plantes et du droit des arbres, vous aurez des volontés de légaliser l'euthanasie, parce qu'après tout, on ne voit pas pourquoi on préserverait ce machin-là, la personne humaine, plutôt que quoi que ce soit d'autre. Quand on ne comprend pas ce que nous sommes. Il nous reste quelques minutes. Donc, dimanche prochain, je ne sais pas pourquoi je dis samedi, dimanche prochain, il y a cette nouvelle marche pour la vie au Trocadéro. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs pour les inciter à justement y participer et montrer juste leur désaccord par rapport à ce qui est en train d'être voté? Je pense que c'est à la fois très important d'y être présent et d'un autre côté, il ne faut pas s'illusionner sur les conséquences. La logique majoritaire prévaudra parce que le principe démocratique est ainsi fait que à la fin la majorité l'emporte, et je crains que même si je pense qu'en seconde lecture ça sera plus serré qu'en première lecture à l'Assemblée nationale. Il y avait 100 voix d'écart comme vous l'avez rappelé tout à l'heure sur les votes, il y en aura certainement moins lors du second.
Il y en aura moins parce que le temps qui passe permet de faire émerger toutes les atrocités qui sont commises dans ce texte, et toutes les incohérences, et toutes les choses qui sont insupportables. Et petit à petit, il reste quand même des députés qui ont une conscience, qui regardent un peu le monde tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait qu'il soit, et qui pourraient changer de position. En tout cas, je pense que ça arrivera. Au point de faire basculer le texte, je ne suis pas certain, mais donc il faut encourager ces gens-là. Et de toute façon, je pense que dans la perspective, des perspectives futures, il ne faut pas se taire. Comme j'ai l'habitude de dire, les régimes totalitaires ou les régimes autoritaires s'installent grâce au silence de leurs opposants. Oui. Les dictatures ne torturent pas les gens pour leur faire mal, ils s'en foutent de leur faire mal. Ils torturent pour les faire taire, c'est différent. Et donc, il faut absolument dire que nous sommes contre, maintenir, multiplier les mécaniques, les manifestations d'opposition à ce texte-là, parce que, comment dire, librement, nous devons manifester qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles dans la France d'aujourd'hui. Même si nous sommes minoritaires à le faire, même si nous sommes peu nombreux, ça n'est pas grave. Notre devoir, c'est, quand on est opposé à ce texte, de le dire, et c'est trop important pour ne pas se contenter de le dire dans son salon, chez soi ou entre Bien sûr. soi. Voilà, en plus, bon, c'est un moment, c'est toujours assez tonique, hein, la marche pour la vie, c'est la plupart du temps le troisième dimanche de janvier. Il fait un peu frais dehors, vous passez une après-midi à vous promener dans Paris. La place du Trocadéro offre une vue sur Paris qui fait partie des plus agréables et des plus belles. Donc voilà, plutôt que de faire un peu de canapé dans votre salon dimanche après-midi, Exactement. venez donc prendre l'air et soutenir l'opposition à cette loi scélérate qui reviendra, je pense, dans l'hémicycle ces jours-ci. Peut-être pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Ah si, non, c'est la semaine prochaine, je crois. C'est le 20. Alors, dans l'hémicycle, je voulais dire à l'Assemblée nationale. Au Sénat, au Parce que Sénat. c'est voté. Le Sénat, c'est le 28, je crois, C'est la la vote. commission qui son texte. La commission. Oui, c'est ça. Et Donc puis venez après, c'est et puis alors j'aurai en plus ceux d'entre vous qui viennent auront la joie de me saluer. Moi en tout cas j'aurai la joie de les saluer puisque j'y serai. nous y serons nous aussi. Donc Voilà, voilà, on pourra se revoir. absolument, absolument. Bon. Et après cette marche pour la vie, en 2 mots, quelle est l'actualité du parti VIA, Parti chrétien-démocrate? Écoutez, nous préparons les élections municipales comme tout le monde. Ah oui, alors tiens, parlons-en un petit peu. Ça se présente bien? Oh, ça se présente. Ça va être probablement stable. Hein. Faut pas Oui. s'attendre à des bouleversements. Alors la presse va se concentrer sur les grandes villes puisque Oui. on sait que grosso modo Paris et Lyon peuvent changer de couleur. Mmh. Euh, Le reste, je suis pas sûr que ça bouge beaucoup. Hein. Bon, Que mais globalement, au fond, les Républicains et le Parti socialiste sont les deux formations et de loin les plus implantées dans les mmh. communes en France, par des communes Heu, de 1500 habitants. Et ça ne mmh changera pas. Une petite question comme ça. L'été dernier, un sondage était sorti auprès des maires et 30% d'entre eux disaient qu'ils en avaient marre, ils voulaient absolument pas se représenter. Aux dernières nouvelles, il y a quand même un nombre important de communes où les maires ne se représentent pas. Pire, il n'y a pas j'allais dire, de nouveaux candidats. Qu'est-ce que ça traduit tout ça, ce mal-être démocratique, euh, illustré là dans le cadre des prochaines élections municipales, mais qui dépasse ce cadre-là, puisque bon, on peut y ajouter la défiance des électeurs vis-à-vis de leurs élus, des difficultés à comprendre le fonctionnement de nos institutions. Qu'est-ce que vous pourriez commenter là-dessus? Vous avez déjà dit deux choses essentielles. C'est d'abord que je résumerai en une catégorie, si j'ose dire, c'est la désaffection croissante de nos citoyens pour la chose publique, pour la chose politique, qui est terrible parce que c'est la célèbre phrase que tous les adhérents aux jeunesses socialistes apprennent quand ils sont tout petits. Occupe-toi de la politique, sinon c'est elle qui s'occupera de toi. Donc c'est au fond tout à fait clair que nos concitoyens, quand ils voient le spectacle qui leur est donné, la défiance, vous en avez parlé, la mécompréhension, l'incompréhension du système institutionnel français sont autant de raisons pour eux de se retirer un peu de tout ça en disant c'est inutile, ça ne sert à rien, donc je ne vais pas les perdre mon temps. Ils se trompent.
il se trompe parce que il y a encore beaucoup de choses à faire localement, il y a beaucoup de bien à faire, et même si ce sont des choses modestes, les choses modestes, elles sont le lot commun des élus locaux. Hein. Les élus locaux sont là pour planter des lampadaires, changer les plaques d'égout, mettre des abribus, construire des logements, réparer la piscine, tondre la pelouse, enfin c'est ça le bon. Je caricature à peine, mais c'est quand même ça. Or, si vous avez un terrain de boule à installer auprès de chez vous, une association à monter ou à soutenir, etc., mais il faut être candidat à votre commune. Parce que ce bien-là qui est à faire et qui est important pour la collectivité, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Ça, on l'a perdu de vue. C'est dommage d'ailleurs, ce qui explique qu'il y a une pénurie de candidats dans toutes les formations politiques. Alors, à part dans les villes de plus de 15 000 habitants, où là, en général, vous n'avez pas de problème pour constituer des listes, mais dans les communes rurales, 800, 1000, 1200 habitants, dans lesquels maintenant il va falloir des listes à parité en plus, ce qui ne facilite pas l'exercice, pour le coup, là, il y a une désaffection réelle de candidats. Mais il y a surtout deux éléments dont les maires témoignent d'ailleurs de manière régulière, dont les Français commencent à prendre conscience et qui a des conséquences en termes de désaffection aussi des concitoyens à l'égard de la chose publique, c'est la complexité terrible du pilotage d'une collectivité locale. Maintenant, moi, j'étais maire il y a 25 ans, j'étais président d'Aglo jusqu'en 2017. C'est pas du tout le même métier aujourd'hui que celui que j'ai connu. Aujourd'hui, déjà, je considérais que j'étais submergé de trucs à la noix, de normes qui servent à rien, qu'on comprend pas, qu'on connaît pas d'ailleurs souvent. Mais alors maintenant, ça prend des proportions absolument dantesques dans un contexte de raréfaction des moyens budgétaires et d'accroissement de la responsabilité individuelle des élus. Donc autrement dit, vous pouvez faire moins de choses avec moins de moyens, plus d'ennuis et davantage de chances de vous faire casser la figure. Donc il y a un moment où vous dites, ok, c'est pas pour moi. Donc tout ça milite pour qu'effectivement, comment dire, milite pour que les gens se réintéressent à la chose publique, mais dans un autre contexte. J'ai publié il y a quelques années un livre sur une réforme institutionnelle, mais je pense que en dehors du rétablissement du pouvoir des corps intermédiaires, il n'y a rien qui soit valable, il n'y a rien qui permette de s'en sortir, de ramener les gens vers les collectivités à qui on doit donner davantage d'oxygène, c'est-à-dire le fait de crouler sous la réglementation comme c'est le cas. Comment dire, c'est beaucoup trop compliqué maintenant. Donc je pense que ça va être difficile de trouver partout des listes. Ce sera une première dans l'histoire de France. Il y avait déjà. Oui. Là, je pense qu'on va vers des désaffections. Enfin, les préfets vont devoir s'activer pour trouver des solutions concrètes dans certaines communes pour trouver des équipes municipales. Est-ce que justement par rapport à ce déficit là de vocation, on pourrait imaginer dans une France où tout ce qui est communauté de communes, communauté d'agglo, les communautés urbaines, enfin tout ça s'est multiplié. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain que les maires tels qu'on les connaît aujourd'hui disparaissent au profit justement de ces communautés de communes qui, on le sait aujourd'hui, ont l'essentiel du pouvoir en fait, puisque un maire d'une petite commune j'irais dire, bon, je grossis un peu le trait, mais enfin, à part s'occuper des fêtes, est-ce que c'est pas ça aussi un petit peu l'évolution vers laquelle on tend? Il y a une volonté qui traîne dans le débat public français depuis longtemps, qui consiste à dire que il y a plus de communes en France que dans tous les autres pays d'Europe réunis. Je n'ai pas vérifié, mais c'est sans doute vrai. D'abord parce que la France est de loin nous avons le territoire le plus étendu de toute l'Union européenne, et de loin, puisque je rappelle que le deuxième pays le plus grand d'Europe, c'est l'Espagne, et qu'elle fait 10% de moins en superficie que nous. Ensuite, c'est la Pologne et l'Allemagne. Et là, on est dans des proportions quand même dans la France. Nous sommes le plus grand pays géographiquement d'Europe, de loin. Nous avons une tradition de constitution des communes autour des paroisses. Donc, à chaque fois que nos ancêtres ont pu construire une église, ils ont mis une commune. Et la vie municipale s'est développée à partir, alors de manière plus ou moins paroissiale au fur et à mesure de l'histoire, mais en tout cas, la structuration par commune est restée. Pour des raisons de proximité que la population, on considère qu'il y en a trop, parce qu'une lecture trop rapide des finances publiques fait croire que c'est la faute des collectivités locales si nous sommes endettés.
La dette publique des collectivités locales ne représente pas 20% de la dette publique totale française. Ouais. 20%. Donc, alors, c'est sans doute trop. Enfin, parlons des 80% qui restent plutôt que de se focaliser sur les 20%, dont je pense que nous avons besoin pour une raison simple. Et c'est le fait d'avoir pendant un quart de siècle exercé des responsabilités locales me permet de le dire. Petit à petit, l'État a donné aux communes des choses à faire sans transférer les crédits pour les faire. Donc les communes se sont retrouvées au fil de l'histoire, depuis la décentralisation, depuis 40 ans, la loi de fer de 82, avec des choses supplémentaires à faire, en étant prié de trouver les moyens financiers par ailleurs pour les faire correctement. Donc il y a un moment où effectivement vous ne pouvez pas accroître directement la pression fiscale sur les habitants, donc vous passez par l'emprunt, ce qui explique pour une partie que l'emprunt des collectivités locales, les dettes est augmenté. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvais gestionnaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui exagèrent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui font du clientélisme électoral en préférant s'endetter plutôt que de développer l'économie. On trouve de tout. Et globalement, le mouvement, c'est celui-là. Il faut résister à chaque fois pour expliquer que si vous voulez de la proximité, garder une école dans votre village, garder des choses, etc., choses pour lesquelles l'élu que j'ai été pendant 25 ans s'est battu tous les jours pour essayer de maintenir des bureaux de poste, des écoles, des bistrots, des épiceries, des terrains de jeu, des équipements publics, etc. Enfin, c'est une bagarre de tous les jours. C'est là, pour le coup, c'est le rôle d'un élu local, encore une fois. En tout cas, c'était l'appréhension que j'avais, moi, de la chose publique. C'est contre ça qu'il faut se bagarrer, contre la logique de centralisation, de métropolisation qui anime le territoire national et le législateur depuis maintenant bien longtemps. Il faut qu'on en sorte de cette logique. Il faudrait prendre favoriser l'exode urbain d'une certaine manière, l'exode métropolitain dans d'autres pays. Mais je ne pense pas que la disparition des communes soit à l'ordre du jour. Je pense que vous avez raison, le pouvoir maintenant, beaucoup du pouvoir s'est concentré dans les groupements de communes plutôt que dans les communes. En plus, la loi incite, parce que l'État, lui, est toujours animé par le principe d'économie et de moindres contraintes et de moindres désagréments. Donc, moins il a d'interlocuteurs, mieux il se porte. Donc, dans une communauté, dans un territoire, quand vous parlez à 35 maires en termes de plan local d'urbanisme, vous préférez parler à un président de communauté urbaine ou communauté d'agglomération plutôt qu'à 35 maires. Donc, ce mouvement de simplification, malheureusement, il est accentué et les élus y résistent relativement peu. Parce que malheureusement, ils sont intéressés par le fait que ces surconcentrations de pouvoir dans les groupements de communes s'accompagnent de dotations budgétaires et de subventions qui sont bonifiées par rapport aux communes aux communautés qui sont moins intégrées ou moins puissantes. Donc l'État fait tout pour que c'est pas que les communes disparaissent, mais qu'en tout cas les centres de décision locaux soient rassemblés dans des petits périmètres en termes de nombre de décideurs. Mais l'État, ça ne le dérange pas. Je sais que, par exemple, dans le nord des Yvelines, le département où j'habite maintenant depuis 30 ans, il y a un groupement de communes qui fait 450 000 habitants autour de la Seine, autour de Mantes-la-Jolie. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un truc qui fait 450 000 habitants? Il y a, je crois, 50 ou 60 communes là-dedans. Enfin, ça n'a aucun sens. Vous fassiez une métropole à Lyon, où là, dans une ville, il y a 800 000 personnes, 900 000 personnes, 20 millions de personnes. On est pour ou contre, mais ça se comprend. Mais enfin, il y a des aberrations comme ça, voilà. Des groupements de communes, à taille humaine, des choses que les groupements de communes font depuis très longtemps. L'eau potable, les écoles, les ordures ménagères, l'électricité, enfin tout ça est géré de manière collective par les communes depuis des dizaines d'années. C'est pas une mécanique nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'on transfère l'urbanisme, les écoles, les sports, les finances, le développement économique. Ces choses-là étaient gardées par les communes jusqu'ici parce que c'est ce qui permet l'habitat, c'est ce qui permet de faire vivre une commune et un maire. Voilà, c'est la vie. C'est l'animation de la vie au quotidien. Exactement, c'est ça. Donc c'est ça qui est transféré maintenant et qui retire du pouvoir au maire et donc aussi de l'intérêt à l'exercice du mandat municipal. Par conséquent, entretient ce qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire aussi la désaffection des gens à l'égard du mandat local. C'est pour ça qu'il faut réoxygéner les communes, sortir de cette logique de concentration de big is beautiful, comme on dirait en français, et provoquer un exode urbain. Il y a un jour où il faudra sortir
de cette logique de métropolisation et de surconcentration, où les gens sont malheureux. Enfin, quand je vois, par exemple, ici, dans le sud des Yvelines, on a encore la chance d'avoir de la verdure et un paysage qui est très rural, même si on est en Île-de-France encore. Le nombre de gens qui aspirent à venir vivre à la campagne au calme, où il n'y a pas de bruit, pas de pollution, moins de violence. On peut me dire aussi que même si le trafic de drogue se déplace partout, on est quand même un peu protégé encore d'un certain nombre de... Bon, ils le font pas parce que ça coûte encore un peu cher et que c'est loin surtout. C'est plus difficile en termes d'accès au transport, à l'emploi, etc. Donc, ce qui veut dire que il faut réaménager le territoire dans le sens d'une reprise, d'une réanimation, je mets un tiret, hein, d'une réanimation des territoires ruraux en y implantant des emplois, des logistes de transport, de trucs pour mailler de manière harmonieuse le territoire national. C'est un des enjeux des années qui viennent. Si on ne le fait pas, il est probable que la quantité de violence constatée dans notre corps social ne diminue pas. Voilà. Bon, puisque vous parlez de réanimation, alors sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, voilà un petit mot de la fin pour par rapport au texte sur la vie et puis la prochaine marche donc de dimanche prochain. Ne faut pas désarmer, hein, jamais. Même si on n'est pas du tout sûr d'emporter la victoire à la fin du compte, nous sommes sur ce genre de texte-là, nous sommes dans une logique de transmission. C'est-à-dire que il y a des générations qui viendront après nous. Ouais. Elles reprendront la bagarre dans l'état dans lequel nous l'aurons laissé. On n'aura pas tout gagné, mais au moins, même si on ne gagne pas, les arguments que nous déployons, les textes que nous publions, ce que nous disons, ce que nous faisons, sont comme des outils qu'on laisse à la disposition des générations futures qui, elles, reviendront dessus. J'ai pas d'inquiétude. Vous savez, je dis souvent la différence entre le mensonge et la vérité, c'est que le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité monte par l'escalier, mais enfin, elles arrivent toujours tous les deux au même endroit, et là-haut, c'est la vérité qui gagne. C'est plus long, c'est plus difficile, c'est plus râpeux, ça coûte davantage, tout ça c'est vrai, mais à la fin du compte, la vérité l'emporte. Donc notre mission, si jamais on ne pouvait pas gagner ce combat-là, et peut-être qu'on ne va pas le gagner, en tout cas, c'est d'entretenir la flamme de la vérité, c'est de faire monter à la vérité un étage supplémentaire pour qu'elle puisse se bagarrer contre le mensonge. Je crois au retour du réel, à un moment ou à un autre. C'est ce que nous disent d'ailleurs un certain nombre d'évolutions législatives dans beaucoup de pays du monde sur les questions qui touchent à la vie ou à des sujets de société sur lesquels on a entretenu des illusions. Regardez la manière dont les pays qui ont dépénalisé les drogues font marche arrière aujourd'hui. Oui. Là encore, ils sont rattrapés par le réel. Un jour viendra où on considérera que les salles de shoot en France, enfin, c'est une des aberrations de santé publique les plus dingues auxquelles on est assisté. On y reviendra parce que le réel s'impose toujours. C'est comme on fait avec les adolescents. À un moment, il faut qu'ils fassent leur expérience. Et puis, exactement, oui, voilà. Les enfants qui mettent la main sur la flamme de la gazinière, et ben, le feu, ça brûle. Ben, voilà, t'as fait idéalement, il faut que la période soit la plus courte possible quand même. Hein. Voilà, c'est là que ça devient problématique. Donc, travaillons à la raccourcir. Et puis voilà. Très bien, écoutez. Pour au moins transmettre une flamme encore allumée aux générations qui viennent. Le reste, voilà, ce passage de témoin me paraît essentiel. Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas pour d'avoir accepté l'invitation. C'était très instructif. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Donc dimanche 18, 14h, place du Trocadéro. Absolument. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève cette matinale. Je remercie Patrice pour cette excellente entretien réalisé avec Jean-Frédéric Poisson, donc le président du Parti chrétien-démocrate. Quant à moi, je vous rappelle que pour adhérer à notre communauté, souscrivez à la revue Géopolitique profonde. Dans cette revue, vous retrouvez au mois de janvier des auteurs tels que Xavier Coquille, François-Xavier Consoli, Laurent Ouzon. Il y a un article très intéressant sur le MHD. Qu'est-ce que c'est le MHD ? C'est le magnéto-hydrodynamique, et c'est Sophie Lefise qui nous raconte ce que c'est comme arme secrète. Très intéressant. Donc la version
audio existe aujourd'hui, donc si vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez toujours l'écouter, cette revue. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, vous avez encore une semaine de gratuité, papier comme numérique, pour adhérer, pour tester en tout cas la revue confidentielle Géopolitique profonde. N'hésitez pas à visiter la boutique, il y a des mugs. Moi, je me suis servi de mon mug pour le café de ce matin. Il m'a tenu toute la matinée. Nous avons aussi des casquettes, des sweats, des t-shirts avec des phrases qui aujourd'hui impactent un petit peu la vie de tous les jours et interrogent les personnes qui ne sont pas encore réveillés à ce qui se passe dans notre pays. Voilà, je vous dis à demain quant à moi. Tout à l'heure, vous retrouvez Mike Borowski avec le Live Actu. Ce soir, un plateau, un nouveau concept que vous allez découvrir qui me semble être vraiment nécessaire dans notre climat politique médiatique actuel. Et donc demain matin, on se retrouve avec tout un tas d'invités et puis je prends goût à ces matinales. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, quant à moi, demain matin, 7h pile. Bonne journée à tous.